Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, faire place à l'humain. Philosophe, vous êtes de votre Occident. L'impossible. Une saison en enfer, Arthur Rimbaud. Je n'écris pas avec le projet de produire une théorie du management, une de plus, ou de rappeler pour la énième fois de bonnes pratiques, ou d'en proposer de nouvelles. J'ai trop souvent l'impression que nous sommes comme des hamsters enfermés dans notre cage et qui ont pour tâche de courir sans fin, dans une roue qui ne bouge pas de son axe. Une nouvelle théorie, ce serait un tour de roue supplémentaire, un toujours plus de la même chose. J'écris parce que la question du sens est devenue omniprésente, pressante, angoissante, et les réponses bien pauvres. Tenterai-je une réponse à cette question ? Je ne crois pas aux réponses. Je ne crois pas que le manager puisse donner du sens, cette tarte à la crème de la pensée managériale. J'écris pour ceux qui n'ont pas démissionné, pour ceux qui acceptent encore de porter leur part de responsabilité dans ce monde qui s'édifie peut-être définitivement contre la personne. Mon fils a 17 ans. Comme beaucoup de parents, nous lui tenons un discours ambigu sur l'avenir. Il a injonction de se projeter dans le futur, et en même temps il nous faut le prévenir. Je ne veux pas non plus sombrer dans un nihilisme de l'avenir. Quant à la lucidité, je la laisse aux experts. Moi, je cherche sur un chemin sinueux parsemé de questions sur la place de l'humain. Si le management concerne l'humain au travail, on pourrait tout aussi bien dire qu'il concerne l'humain. Non pas l'humain au travail, restreignant ainsi le champ de la réflexion à la dimension professionnelle et l'observation à la sphère géographique d'une usine ou d'un bureau. Mais l'humain. Car on ne voit pas ce qui ferait de l'humain au travail un être différent. Les sciences humaines ont envahi le discours managérial, elles ont apporté des éclairages, parfois des trucages. Dans l'univers complexe du facteur humain, les grilles de lecture qu'elles offrent donnent des repères. Prenons-les pour ce qu'ils sont. Plus que jamais la pensée est devenue scientiste. L'homme moderne évalue, mesure, classe dans des catégories des profils. L'université s'est organisée en disciplines qui découpent le réel en tranches, voire en tranches fines. Les sciences humaines nuancent, affinent, complexifient. Nées de la métaphysique, elles sont soumises à l'injonction de la preuve tangible et de la démonstration, elles réduisent ainsi le champ d'exploration. L'observable démontré donne une vision plate de l'être humain. De son côté, le management a besoin de mobiliser, de motiver, d'orienter. Les managers veulent des outils pour agir et être performants. Ils ont besoin d'un discours simple sur la manière de conduire les femmes et les hommes, et des méthodes à portée pratique, quasi procédurales. Ainsi la pensée scientifique découpe et réduit le réel quand la pensée managériale exige du résultat. L'être humain ne peut pas en sortir indemne. Allons-nous laisser l'humain au seul discours managérial, quand bien même ce discours serait alimenté par de multiples disciplines scientifiques ? Car l'être humain ne s'épuise pas dans la science. Cela se saurait. La littérature, c'est ce que ne mesure pas une statistique. Un roman ou un poème nous dévoile cette part de l'intime et du sensible, du secret, voire du mystère. Il dévoile les pages d'une vie, d'autres vies et de la sienne que le lecteur découvre. En tournant les pages d'un livre ou d'une liseuse, le lecteur découvre bien plus que ce qu'a cru y mettre l'auteur. Il y découvre son propre univers, ou un aspect de cet univers intime et inconnu. Ainsi, il y a chez Stendhal, chez Proust, chez Dostoïevski et chez tant d'autres ce que ne dévoilera jamais une statistique, un test ou une étude. En science, 2 + 2 font 4. Voici une vérité solide qui a la consistance de l'irréfutable. Dostoïevski réfutait cette idée lorsqu'il s'agit de l'humain. Je me souviens d'un livre intitulé « Meurtre à la préfecture », visiblement écrit par une personne qui connaissait bien ce milieu. Meurtre à la préfecture, quand Shakespeare fait son entrée dans ce monde de la raison juridique. Dans une préfecture ou dans une entreprise, on pourrait tout aussi bien croiser Julien Sorel, ambitieux et passionné, Alyosha Karamazov le compatissant ou Eugène de Rastignac le cynique. Chacun à sa façon présenterait une apparence socialement conforme à notre temps et à son univers professionnel. Aucun ne serait dévoilé comme tel, et nous aurions sans doute du mal à les reconnaître d'emblée. Mais ces 3 personnages sont représentatifs de notre humanité avec ses passions et ses ambitions, avec la souffrance et la compassion. Pour ma part,
Le plus difficile à imaginer en costume et cravate est sans aucun doute Alyosha Karamazov. Pourtant, derrière nos apparences vestimentaires et notre allure de ceci ou de cela, nous côtoyons dans l'enceinte d'une organisation professionnelle des personnages dont nous ne soupçonnons pas la présence. Ils sont là, avec nous, non pas comme des fantômes flottant dans notre voisinage, mais comme des réalités plus vraies que la statistique, avec leurs vérités intérieures. Le réel est par trop réduit à ce qui apparaît. Est-il seulement réductible au phénoménologique ? Et le phénomène est-il réductible à la connaissance scientifique ? Si l'on pense que l'humain n'est pas réductible à la connaissance scientifique, alors il faut ouvrir le regard managérial sur d'autres dimensions. Pas seulement la littérature, également la philosophie, la spiritualité, l'histoire, le cinéma et les arts en général. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. L'enjeu est de faire place à l'humain. Car jamais depuis la naissance du monde moderne, disons pour faire simple, depuis la Révolution française, la place de l'humain n'a été tant menacée. Les forces de l'argent qui investissent dans les capacités technologiques, associées à la volonté de puissance des États, ont la possibilité pour la première fois dans l'histoire de remplacer l'humain. C'est engager une course effrénée au développement technologique, à coût de milliards de dollars, d'euros, de yens et de yuan pour se maintenir ou accéder au podium des grandes puissances. Non seulement cela pose la question du sens, mais aussi de la survie de l'humanité telle qu'elle existe. On peut me rétorquer que l'humanité n'a jamais existé comme réalité figée, qu'elle est le produit de l'évolution, et qu'il n'y a pas de raison de la stopper dans son processus évolutif. Éternelle petite musique propre à calmer nos inquiétudes, voire nos angoisses. Qui a jamais épuisé ce sujet ? Qui a jamais compris ce processus évolutif ? L'évolution est-elle un processus soumis aux seules lois de la nature ? Autrement dit, existe-t-il un déterminisme contre lequel nous ne pouvons rien ? Par ailleurs, ce que nous concoctent aujourd'hui les laboratoires est bien plus qu'un processus soi-disant naturel, c'est une mutation technologique, une mutation radicale et négatrice. Ce n'est pas seulement la domination des robots et de l'intelligence artificielle qui est à craindre. C'est la conception que nous avons de l'être humain. Bernanos avait écrit La France contre les robots. C'était une mise en garde, c'était un cri d'alarme, peut-être même un cri de désespoir contre cette mécanisation de l'humain, une mécanisation de la pensée, des comportements, de l'organisation sociale. Quand cela a-t-il commencé ? Avec les premiers pas de la psychologie cognitive qui, à ses débuts, a comparé le cerveau humain à un ordinateur ? Avec Darwin qui contribua à asseoir le primat du biologique et de ses lois de l'évolution ? Faudrait-il remonter plus amont ? Qu'importe, il y a urgence. On nous affirme aujourd'hui que l'humain n'est qu'un algorithme biologique. Cette mécanisation a une histoire et elle a progressé, jusqu'à un point de non-retour. L'histoire ne revient jamais sur ses pas. Elle avance, ce qui ne signifie pas forcément un progrès. Le progrès est maintenant en accusation. Qu'est-ce qu'un progrès qui réduit l'humain ? Car il se pourrait fort, à l'heure où l'on parle de l'homme augmenté, que l'être humain soit soluble dans la science. Et en quoi cela concerne-t-il le management, le discours sur le management ? Parce que le management porte une responsabilité sur la place de l'humain au travail, d'une part et d'autre part sur la finalité de l'activité professionnelle. Le management n'est pas intrinsèquement mauvais. Il existe des discours sur le management. Discours plus ou moins naïfs, plus ou moins réducteurs. Parfois utopiques. Tout discours managérial porte une certaine vision de l'être humain, de l'idée de progrès, de la destination de l'homme. Le management, comme ensemble de théories et corpus de bonnes pratiques de l'action collective au travail, n'est pas né d'hier. Le compagnonnage avait ses règles, ses pratiques. Il était porteur de valeurs et d'une organisation sociétale. Le compagnonnage s'est développé dans une société dont la finalité n'était pas de produire de la richesse, toujours plus de richesse. Le compagnonnage s'est développé dans une société qui n'était pas matérialiste, qui n'avait pas pour seul horizon la matérialité du monde. Il s'inscrivait dans un univers spirituel qui avait du sens. Le discours managérial proprement dit s'est développé dans une société où les sciences règnent de façon absolue, dans l'univers du travail. On ne retient de Jung et de Maslow que le discours dit scientifique.
Ce discours managérial scientifique s'est développé au sein du monde moderne, tout tendu vers un avenir qu'il a voulu prometteur. L'idée de progrès en est sa substance. Le management est un rouage entre le travail, qui est le point central de toute organisation sociétale moderne, et la société. Manager, nous avons une responsabilité sociétale. Mais nous sommes capables de cloisonner nos différents espaces de vie. Il y a le temps de mon activité professionnelle, il y a le temps de la vie privée et il y a le temps du citoyen qui aspire à un monde meilleur et qui vote ou ne vote pas. Professionnellement, je peux contribuer à quelque chose que je déplore dans ma vie privée et que je condamne comme citoyen. Je peux aussi rechercher une cohérence intellectuelle en me mentant à moi-même. Être manager, c'est donc avoir une responsabilité, pas seulement à l'égard des personnes managées, pas seulement à l'égard d'un employeur, mais également à l'égard de la société. D'ailleurs, ce livre ne s'adresse pas seulement aux managers, mais également à tous ceux qui de façon directe ou indirecte ont à subir les conséquences d'un management qui nous apparaît de plus en plus insensé. Manager, rien ne nous empêche d'inventer un nouveau modèle. Rien ne nous empêche d'imaginer une autre voie. Faut-il encore, comme manager au service d'une structure publique ou privée, comme manager dépendant d'une structure professionnelle, savoir que l'on est libre? Manager, que faites-vous pour rester libre et fidèle à vous-même? Chapitre 1. Le but comme principe régulateur. C'est, semble-t-il, un rendez-vous de questions et de points d'interrogation. Par-delà le bien et le mal, Friedrich Nietzsche. Performance et compétitivité, voici deux valeurs de référence du discours managérial. Être performant, c'est-à-dire efficace et efficient, ou comment obtenir le résultat optimum au moindre coût. Être performant pour être compétitif. C'est la clé de voûte de la pensée managériale. Pourtant, il convient d'emblée de distinguer entre les différents types d'organisations, selon leur finalité propre. Car le management sert nécessairement un but et ce but sera différent selon qu'il s'agit d'une entreprise, d'une association ou de la fonction publique. Pour une entreprise, le but est de se développer, c'est-à-dire d'être toujours plus forte sur son marché. En écrivant cela, je me pose déjà de nouvelles questions. Cette entreprise qui est comme l'essence des entreprises existe-t-elle? S'agit-il pour toutes les entreprises de devenir plus fortes sur le marché? Non. Un artisan ou un commerçant ou un petit agriculteur peut simplement espérer vivre honnêtement de son travail. Cependant, cela ne le dispense pas de la nécessité d'être suffisamment performant pour survivre face à ses concurrents qui cherchent à capter la même clientèle. Ne vivant pas de subventions ou de dotations, il se doit de maintenir sa valeur pour ne pas mourir. Simple comme une évidence. L'étrangeté vient ensuite. Est-il contraint de se développer? Qu'est-ce qui pousse un entrepreneur à développer toujours plus son entreprise? J'avoue ici mon incapacité à répondre. De façon rationnelle, on pourrait répondre, l'appât du gain. On me dit aussi qu'il faut grossir pour ne pas mourir. Sorte de fatalité qui nous mène sur un chemin qui de toute façon se finit toujours de la même manière. Je crains hélas pour ceux qui n'aiment pas les complications, que cela ne soit plus complexe. On pourrait aussi bien répondre, la volonté de puissance, l'angoisse de la mort, sa force créatrice. Cela nous entraîne dans un univers de considérations psychologiques et peut-être même métaphysiques, voire spirituelles. Ainsi, la réflexion sur le management ne saurait faire l'économie de la réflexion sur la condition humaine. Mais revenons à des considérations plus pragmatiques, proprement managériales. Si nous observons effectivement que la tentation du développement est omniprésente, cela ne suffit pas à définir le but. Car chaque entreprise peut avantageusement préciser son propre but. Pour l'une, ce sera d'être le numéro 1 sur le marché de la production d'automobiles avec la volonté de démocratiser l'usage de la voiture. Pour l'autre, le créneau occupé sera celui du luxe qui par définition ne peut cibler qu'une minorité. Il s'agira alors de produire les plus belles voitures au prix fort. Pour une autre, ce sera d'inventer le véhicule de demain en étant à la pointe d'une innovation porteuse. Ainsi, dans un même secteur d'activité, 3 entreprises comme Ford, Ferrari et Tesla peuvent avoir des buts différents et à des moments différents de leur histoire. Ce n'est donc pas le type de produit qui définit le but, mais la place que l'on veut occuper sur le marché.
Cette logique mercantile n'exclut pas pour autant une contribution au bien commun. La société a profité du développement du réseau ferroviaire au XIXe siècle, puis de celui de l'automobile, des téléphones mobiles, de l'informatique, etc. Pour une association, le but pourra être de fournir un service sans chercher à produire un bénéfice. Il s'agit de se regrouper pour œuvrer ensemble dans un domaine précis. Ce qui n'exclut pas la notion de performance ni celle de compétitivité. Ainsi, une association sportive pourra viser une victoire dans une compétition. Et indépendamment de la seule performance sportive, elle a également des obligations d'équilibre budgétaire et de bonne gestion. Elle n'aura cependant pas la même contrainte qu'une entreprise, ne serait-ce que parce qu'une association vit de subventions, du produit des adhésions, de dons ou de quelques ventes. À la différence d'une entreprise strictement financée par les clients qu'elle conquiert, l'association doit différencier les bénéficiaires de son activité de ses financeurs principaux. Ce peut être un conseil municipal qui attend d'une association sportive des victoires lors de compétitions, question de prestige et de notoriété. Le but d'une association peut être de faire connaître et de participer au développement d'un art, d'apporter une aide à un type de public, voire d'effectuer une mission d'intérêt général. Le but de Médecins sans frontières est de secourir, sauver, soigner le maximum de personnes sur des théâtres d'opération où les soins n'existent plus ou insuffisamment. Cette association vit de dons et se doit de rendre compte de l'utilisation la plus efficiente possible de ces dons. Elle est tenue éthiquement à une obligation de performance, elle y est également tenue pour sa propre survie. On a vu des associations péricliter suite à tel scandale touchant l'utilisation de l'argent, ou la probité de ses dirigeants ou de ses pratiques. La fonction publique met en œuvre des politiques publiques définies démocratiquement par le politique. La valeur clé n'est pas l'argent ou la passion pour une activité définie, mais l'intérêt général. Bien évidemment, l'action publique a un coût que l'on ne peut indéfiniment cacher sous le voile pudique d'un intérêt général, notion difficile à définir, dont on ne sait pas très bien où il commence et où il finit, mais dont on sait de plus en plus combien il pèse sur l'économie. La notion de performance, réaffirmée en France avec le vote de la LOLF, Loi organique des lois de finances, en 2001 est donc déterminante pour les décisions prises. La comptabilité analytique, la coût-tenance, la cartographie des processus et le lean management ont fait leurs entrées ces dernières années dans nombre de ministères et de collectivités territoriales, tout comme à l'hôpital public. Il importe de savoir combien coûte l'action publique et ce qu'elle produit pour le bénéfice de ses usagers, et de l'intérêt général. Si l'on ne peut parler de retour sur investissement, il est en revanche légitime et indispensable que nous sachions ce que produit notre effort financier collectif. Ainsi le référentiel Marianne a-t-il été conçu en référence avec l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. La question du but, un test participatif sur la cohésion d'équipe. Amusez-vous à poser la question du but au sein d'une équipe, d'un service, d'une organisation professionnelle. Le résultat est parfois surprenant. On constate souvent que chacun est porteur de sens, mais que ce sens reste implicite et n'est pas partagé. Poser la question du but, c'est proposer un exercice de clarification qui présente un risque, celui de découvrir que nous n'allons pas tous, au sein d'un même collectif de travail, dans le même sens, que nos efforts ne sont pas portés par les mêmes justifications. Après un moment de surprise, voire d'étonnement, s'engage un débat pour se convaincre et le fossé se creuse et s'élargit entre les membres d'une même équipe. Cette tension peut cependant être salutaire, car la découverte de buts différents a une valeur explicative. Nous comprenons mieux les désaccords et les malentendus passés. L'étape suivante consistera à tenter de rapprocher les points de vue, pour définir un but commun. Clarifier le but est essentiel, car il est lié à la nature même d'une organisation professionnelle. Définir son but, c'est se définir soi-même, son identité, sa raison d'être, son ADN dit-on aujourd'hui. Définir le but, c'est répondre à la question du pourquoi. À tous les pourquoi cette décision? Pourquoi cet objectif? Pourquoi cette organisation? Si l'on postule que les actions servent un but, alors la clarification du but donnera à l'action du sens et favorisera une mise en cohérence d'une organisation professionnelle.
Lorsque le but est clair et vraiment partagé par un collectif de travail, lorsqu'il fait sens commun, alors il n'y a plus de débat sur la justification, le débat se déplace sur la pertinence d'une action ou d'une décision. Telle décision est-elle pertinente au regard de nos objectifs? Tel objectif est-il pertinent au regard de notre but? Le but comme outil de management des équipes. Le but de l'organisation peut se décliner au niveau d'une direction, d'un service ou d'une équipe. Au niveau d'une équipe, il répond à la question: à quoi servons-nous? Ou à la question: quelle est notre valeur ajoutée? Elle permet d'évaluer l'activité de l'équipe dans sa participation à un ou des processus de production. Par exemple, un manager de proximité peut faire plancher son équipe autour de quelques questions simples comme: que produisons-nous? Pour qui? Avec quel niveau de qualité, au regard des exigences identifiées? Que pouvons-nous améliorer au regard de ces exigences? Quel est le but de ces exigences? Quel est le but du but? On peut ainsi faire le lien entre les tâches, les efforts fournis et les finalités, ce qui est porteur de sens. La question du but est donc un outil de dialogue interne à l'équipe et de dialogue interservice dans une organisation. Si le but est porteur de sens et s'il est partagé, il permet de s'organiser pour aller dans le même sens. Lorsque le but est clair, il reste à définir le chemin pour atteindre ce but. Le management est alors focalisé sur son propre discours de la méthode, soit une stratégie, une structuration, des lignes d'action et des modes opératoires. Ainsi le but sert de principe régulateur, la cohérence des décisions et des actions s'obtient en rapport avec le but. La cohérence contribue à la fabrique du sens parce qu'elle est le lien logique entre une action particulière, une organisation du travail, un résultat, un but commun. La cohérence est ce souci d'ajuster les moyens, la méthode et l'objectif. La cohérence est nécessaire à la performance parce qu'il sera plus efficace d'utiliser un marteau pour enfoncer un clou plutôt qu'une pince, et par souci d'économie des moyens, on évitera d'utiliser une masse pour enfoncer une punaise. La recherche de cohérence est donc une évidence managériale que l'on retrouve dans différentes théories. La recherche de cohérence est au cœur du management. Le but, la performance et la cohérence constituent les trois piliers d'un management raisonné, sans quoi le travail n'a pas de sens. Le but donne une direction, la performance s'obtient par une focalisation sur le résultat, la cohérence est la mobilisation des éléments du système organisationnel pour produire de la performance. C'est donc le but qui justifie cohérence et performance. Le discours managérial sur la performance au service d'un but a des limites. D'abord, parce qu'il ne peut pas toujours y avoir accord des parties prenantes sur le but. Pour un ouvrier d'usine, faire un maximum de profit dans l'intérêt des actionnaires reste un but peu mobilisateur. Par contre, faire des efforts pour sauvegarder son emploi a du sens. La définition du but sombre parfois dans le débat idéologique. À l'éducation nationale, nombre d'enseignants refusent encore d'entendre parler d'insertion professionnelle. Leur but est de former des citoyens, des personnes autonomes et de produire de l'égalité. Il faut, dans le cas d'une telle divergence sur le but, se résoudre à un accord incertain par l'identification du plus petit dénominateur commun, et fonder une cohésion a minima. Il faut savoir renoncer à un accord sur le but pour se retrouver sur une méthode ou renoncer à un accord sur la méthode pour se retrouver sur des actions. À l'inverse, si le but est accepté et partagé, l'exigence de performance est-elle pour autant indiscutable? Posée plus prosaïquement, la question devient: la fin justifie-t-elle tous les moyens? Évidemment non. Évidemment. Est-ce si sûr? La performance a envahi tous les espaces de notre vie. Dès l'école primaire, voire la maternelle, au travail, dans le sport amateur, dans les jeux vidéo. On entend parler de guerriers, de warriors et autres combattants. On se donne des objectifs élevés, on abolit les limites et on s'engage à 120%. Le discours est à l'excès, les pratiques aussi. L'époque mobilise dès la maternelle, et cette mobilisation générale de tous, cette mobilisation totale de l'individu n'a plus de cesse. Avec l'idée d'être toujours parmi les meilleurs dans un monde de compétiteurs, dans une compétition économique, dans une compétition mondiale. Dans le privé comme dans la fonction publique, j'ai été témoin de pratiques ahurissantes sur la manière de fixer des objectifs. Tous les ans,
la hiérarchie augmente l'exigence pour l'année à venir d'un certain pourcentage des résultats atteints sur l'année écoulée. Ainsi la pression augmente année après année, et personne ne sait jusqu'où cela peut aller. Après tout, tant que ça marche, tant que personne ne proteste. Nous voyons donc que l'accord sur le but, nécessaire à la cohésion, ne va pas de soi et que l'exigence de performance peut être contestable. Reste enfin la question de la cohérence. Les organisations sont-elles toujours cohérentes ? Sont-elles totalement cohérentes ? Et d'ailleurs, est-ce vraiment souhaitable ? La cohérence parfaite n'est possible que si chaque maillon, chaque contributeur joue parfaitement sa partition dans un ensemble parfaitement pensé. L'organisation est alors perçue ou fantasmée comme une sorte de grand automate. Une sorte de fantasme totalitaire. Si l'on s'en tient à la seule logique de performance, alors tous les efforts doivent être parfaitement coordonnés et tendre vers le même but. Toute divergence de point de vue, tout écart à la règle, toute déviance d'une ligne d'action strictement définie est une faiblesse de l'organisation. Dans un univers très compétitif, on passera de la performance à la haute performance, voire à la très haute performance, à l'image de ce que produit le sport de compétition. Cette très haute performance s'obtient par une chasse à la moindre défaillance. Pour préparer des champions, on fait appel à la technologie. Pour développer des organisations performantes, peut-on encore se contenter de l'humain ? N'est-il pas trop humain et pour tout dire insuffisant ? Chapitre 2 : Existe-t-il un management public ? Le système ne peut se corriger en fonction de ses erreurs. Il a tendance à se refermer constamment sur lui-même. La société bloquée, Michel Crozier. Ainsi, nous affirmons que le management concerne toutes les organisations professionnelles dans la mesure où toute organisation se doit d'être bien gérée et d'être performante afin de poursuivre son propre but. Si chacune des 3 catégories d'organisations présentées dans le précédent chapitre poursuit un type de but différent, si chacune dispose d'un cadre juridique distinct, toutes ont une responsabilité sociétale et environnementale et toutes ont des comptes à rendre. Toutes fonctionnent grâce à des personnes. Elles ont toutes à se préoccuper d'une bonne gestion des ressources humaines et d'une bonne organisation du travail. Elles ont toutes à conduire des projets et sont toutes confrontées au changement. Si le mot management est maintenant assez courant dans la fonction publique d'État, l'entrée de ce terme dans la culture publique est assez récente, les années 1980. Pourtant, le mot management est parfois encore rejeté, voire proscrit dans tel ministère ou dans tel service. Combien ai-je entendu ou lu de hauts fonctionnaires exprimer leur refus d'appliquer les méthodes du privé. Ces réticences traduisent une même volonté de différenciation. Nous ne sommes pas une entreprise. Il est vrai que la littérature sur le management s'est élaborée autour de la création et du développement des entreprises. Taylor, Fayol, Drucker, Mintzberg ont parlé entreprise. Par contre, la sociologie avec Weber, et notamment la sociologie des organisations avec Crozier, Friedberg, Bernoux, s'est intéressée aux 2 secteurs, public et privé. Il a fallu attendre une époque récente pour qu'une littérature spécifique au management public apparaisse. Citons quelques exemples. Le management public, Institut international d'administration publique, Revue française d'administration publique, octobre et décembre 1982, numéro 24. Le management dans le service public, Serge Aléchon et Dominique Fouché, 1994-2002. Manager avec la LOLF, Xavier Englebert, Groupe Revue Fiduciaire, 2005. Service public pourquoi ça coince, Philippe Galli et Roll, 2005. La haute performance publique, Patrick Iribarne, Stéphane Verdoux, AFNOR Édition 2008. On peut cependant relativiser cette distinction entre management privé et management public en parcourant les bibliographies dans les ouvrages cités ci-dessus. Les auteurs se réfèrent à des classiques du management en entreprise. Nous ne sommes pas une entreprise. Cette exclamation indignée peut s'entendre de 2 façons. Soit comme un refus non avoué de se soumettre aux exigences d'une bonne gestion, pour ne pas devoir modifier de mauvaises habitudes de travail. Soit comme la revendication d'une différence bien réelle avec le secteur privé. Plusieurs différences sont souvent avancées. Un service public n'est pas en concurrence. Un service public n'est pas rentable. Un service public est régi par le statut général ou un statut spécifique.
Ces différences sont-elles si certaines? Sont-elles déterminantes pour définir un management spécifique à la fonction publique? Voyons la première assertion, un service public n'est pas en concurrence. À l'évidence, cela ne vaut pas pour toute la fonction publique. Ainsi de l'enseignement où coexiste un service public avec l'éducation nationale et un secteur privé, principalement sous l'égide de l'enseignement catholique, avec des établissements sous contrat et de façon minoritaire des établissements hors contrat. Si un certain nombre de parents font le choix de l'école confessionnelle, école catholique, juive ou musulmane, d'autres parents font le choix de la performance en comparant différents critères, les résultats scolaires, la sécurité des élèves, la discipline. Tel établissement réputé ne peut satisfaire à toutes les demandes, et tel autre fait fuir les parents lorsqu'ils ont le choix. Nous avons pu voir que la carte scolaire qui veut imposer aux parents d'inscrire leurs enfants dans leur quartier d'habitation n'a pu qu'encourager un peu plus le choix du privé, pour lequel la carte scolaire ne s'impose pas. Ainsi, l'éducation nationale est bien en concurrence avec le secteur privé qui accueille tout aussi bien des familles aisées que des familles modestes. Cette concurrence est bien plus forte entre les grandes écoles et l'université. Elle existe également dans le secteur hospitalier, dans de nombreux services aux collectivités, la gestion de l'eau, des transports urbains, depuis peu dans le transport ferroviaire et l'on pourrait ainsi allonger la liste. Il serait plus rapide de définir le périmètre de la fonction publique qui n'est pas en concurrence avec le secteur privé, ce que l'on appelle les fonctions régaliennes. Cela n'implique pas pour autant qu'il n'y ait pas concurrence. Ainsi la presse a parfois évoqué la guerre des polices, et l'État dispose de plusieurs services de renseignement qui ne coopèrent pas toujours de façon optimale. Deuxième assertion, un service public n'est pas rentable. Un service public ne cherche pas à dégager des bénéfices et ne verse pas de dividendes. Une école publique, pas plus qu'une école privée sous contrat avec l'État, ne vise à faire de l'argent. Il nous faut pourtant là aussi relativiser la différence que cela instaure avec le secteur privé. D'abord parce que certaines structures privées vivent pour partie de l'argent collectif. De nombreuses associations, dont les écoles privées sous contrat, des entreprises chargées d'une délégation de services publics, mais aussi des entreprises publiques, exemple, la reprise de la dette de la SNCF. Ensuite parce que l'État demande de plus en plus à ses services de générer des ressources financières propres. Un musée public ouvrira une boutique, une ambassade recourra à de la publicité privée pour financer une réception. Le Louvre vend sa marque et le château de Versailles loue des espaces. De nombreux exemples existent. Il faut d'autres sources financières que l'impôt pour couvrir les dépenses publiques. Enfin et surtout, si les services publics n'ont pas pour vocation à être rentables, ils ont pour obligation de respecter des règles comptables comme la sincérité budgétaire et d'être efficients dans un contexte où il est de plus en plus impératif de revenir à l'équilibre budgétaire, avant de pouvoir commencer à rembourser une dette publique colossale, puisqu'elle est devenue presque égale au PIB français. Cette extrême nécessité de réduire la dépense globale impose de reconsidérer la pertinence des méthodes de travail, de l'organisation globale comme du périmètre de l'action publique. Ainsi, chaque entité doit faire preuve de performance et démontrer sa valeur ajoutée pour un coût justifié. Cette valeur ajoutée n'est pas financière, elle est d'intérêt général. Si, dans un cadre démocratique, tout citoyen est en droit de demander des comptes à son administration, si la responsabilité du politique est de veiller à la bonne gestion des deniers publics, alors s'impose à chaque service, quel que soit son domaine d'intervention et sa place dans la fonction publique, de justifier de son action et de sa gestion. La performance, avec la notion d'efficacité, rapport des résultats aux objectifs conformément à un but, et la notion d'efficience, rapport des résultats aux moyens dépensés pour atteindre ces résultats qui s'est affirmé avec la LOLF, exige de tous les services d'optimiser la cohérence des objectifs, des moyens et des méthodes. Le même triptyque managérial s'applique, clarifier les buts, optimiser la performance et donc la cohérence de l'organisation. Si un service de transport urbain ou interurbain ne se doit pas forcément d'être rentable dans la mesure où telle desserte ne peut l'être, une vallée peu peuplée, mais dont on estime qu'elle doit être desservie, en revanche il se doit de réaliser son service de la façon la plus efficiente et la plus efficace. Si une ambassade ne peut être confiée à un privé, elle se doit de remplir sa mission à un coût raisonnable. Pour évaluer sa performance,
il est possible de faire des comparaisons avec d'autres ambassades étrangères ou d'autres services. Cette exigence de performance implique de pouvoir évaluer toute action publique et de pouvoir comparer ses résultats avec les résultats d'autres modèles. C'est donc bien une logique de pilotage et de bonne gestion que la fonction publique doit généraliser dans tous ses services. Y compris dans les services qui veulent, quoi qu'il en coûte, maintenir une spécificité telle que cela puisse dispenser de mettre en question les modes de fonctionnement, tout comme le statut. Par conséquent, la question n'est pas de savoir si la fonction publique, les 3 fonctions publiques, est compatible avec le management, mais s'il existe une spécificité managériale de la fonction publique. La première spécificité réelle du public est une différence de but avec le privé. Un service public, nous l'avons déjà dit, n'a pas pour but d'être rentable, sauf exception, et n'a pas pour but de se développer, et pourtant c'est bien une logique du toujours plus qui est à l'œuvre. La fonction publique a pour but de concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques définies par le politique élu, dans un cadre démocratique. Je laisse de côté ici le débat sur le déploiement du service public sur le territoire, car il ne pose pas tant la question du management que du choix citoyen. Avec un éparpillement sans pareil d'une multitude de petites communes et le dogme de l'égalité des territoires, un millefeuille administratif avec ses doublons et ses blocages, se pose la question de la dispersion des moyens. S'il existe des solutions pour renouveler la présence des services publics à moindre coût, ces solutions ne résolvent pas la nécessité de reconsidérer l'équilibre entre présence et coût, notamment si l'on ajoute le phénomène de métropolisation et de désertification de fait de certaines zones. Ce débat-là est politique. Essentiel au regard du ras-le-bol fiscal, ce débat-là est éludé. La valeur essentielle du service public est d'agir selon l'intérêt général. Pour cela, elle agit dans un cadre juridique spécifique qui n'est pas le Code du travail, mais le statut. Un fonctionnaire n'est donc pas lié à son employeur par un contrat de travail. Le statut pose les grands principes suivants: l'appartenance à un corps qui définit les règles de gestion du personnel, la distinction du grade qui manifeste le degré d'avancement d'un fonctionnaire dans sa carrière et de l'emploi, poste sur lequel est affecté un fonctionnaire, l'accession à la fonction publique par la voie du concours, la gestion des personnels au sein d'organismes paritaires auxquels participent les organisations syndicales, la reconnaissance du droit d'adhérer au syndicat de son choix. Ce qui détermine la gestion des ressources humaines, c'est l'application de règles relatives à la gestion des carrières. Pour faire simple, un fonctionnaire n'a pas un métier, mais appartient à un corps et une catégorie, A égale cadre, B égale rédacteur, C égale exécutant. Il évoluera au sein de ce corps et de ce grade à l'ancienneté, sauf à passer de nouveaux concours ou examens professionnels. Par exemple, au sortir des IRA, Institut régional d'administration qui dispense une formation de généraliste à de futurs cadres de la fonction publique d'État, les attachés appartenant au corps des attachés de la fonction publique d'État sont des cadres A. Un jeune attaché pourra occuper n'importe quel poste de son administration d'appartenance, par exemple une préfecture, à condition que ce poste soit fléché A. Il pourra ainsi occuper un poste à dominante ressources humaines ou budgétaire, peu importe sa formation d'origine, D'. Ailleurs il aura peut-être fait des études d'histoire, puisqu'il est considéré comme un généraliste. Par contre, même s'il en avait la compétence et l'envie, il ne pourrait pas demander un poste prévu pour un autre corps ou une autre catégorie. Cette logique de gestion des carrières s'oppose à une logique de métier et compétences. Dans le privé, vous occupez un poste de financier si vous êtes financier. Cette gestion des ressources humaines selon les règles statutaires est aberrante, lourde. Il faut attendre une CAP pour décider de mobilité des agents et génératrice de souffrance au travail. Combien ai-je entendu de récits douloureux de la part de fonctionnaires dont la prise de poste se passait mal, parce qu'ils n'avaient pas les compétences requises. Bien sûr, il y a une petite formation d'adaptation à l'emploi de quelques jours, souvent suivie bien après la prise de poste effective. Cette différence de cadre juridique différencie bien sûr le management privé du management public. Si la tendance est à la simplification de ce cadre juridique, par exemple la réduction du nombre de corps, les règles de gestion restent encore très contraignantes, consommatrices de moyens et coûteuses. Est-ce vraiment l'intérêt général ? Cet intérêt n'impliquerait-il pas une réforme bien plus profonde de ce cadre juridique, pour une gestion plus souple des moyens ? Tout autant que le statut,
ce sont aussi les pratiques sociales qu'il convient de considérer. Il y aurait beaucoup à écrire sur le sujet, mais de nombreuses analyses ont été communiquées. Si le statut donne beaucoup plus de pouvoir aux gestionnaires de la fonction publique qu'on ne le dit parfois, ce pouvoir est en réalité réduit par d'autres considérations. Un jeune cadre qui voudrait sanctionner un agent au comportement fumiste, et il y en a d'autant plus qu'on a laissé se détériorer la situation, ne serait pas suivi par sa hiérarchie car celle-ci achète la paix sociale. Pourquoi ? Par crainte de la confrontation, par souci du confort, et avec l'idée de bien gérer sa carrière, donc de ne pas faire de vagues. À cette préoccupation accent aigu géocentré d'une partie notable de la hiérarchie, s'ajoute aussi la lourdeur de procédures extrêmement chronophages. Les syndicats ont d'ailleurs une part de responsabilité importante dans cette situation. Ce n'est pas l'intérêt général qui s'impose ici, mais le clientélisme. On pourrait se scandaliser de ce manque de courage hiérarchique, mais j'ai vu des cadres payer très cher le courage de remettre en cause un système fait de pratiques sociales non écrites. Ce sont souvent des cadres intermédiaires chargés de la réalisation opérationnelle et pris entre deux niveaux à la logique opposée. D'un côté une hiérarchie dirigeante qui donne ses instructions et à laquelle on doit rendre des comptes, de l'autre des niveaux d'exécution qui travaillent parfois selon leur bon vouloir. Or les mêmes dirigeants qui exigent des résultats, seront les derniers à soutenir le cadre dans l'exercice d'une autorité que l'on attend de sa part. Il s'agit bien d'une injonction contradictoire, tout à fait banale. Pour échapper à la contradiction de cette double injonction, faire travailler en recourant à l'autorité si nécessaire, mais sans faire de vagues, le cadre doit faire preuve de compétences managériales. C'est là par exemple qu'est avancée la notion de leadership. Il n'y a pas injonction contradictoire, dit l'institution, mais manque de compétences. Que voici un beau tour de passe-passe. De l'insuffisance de soutien hiérarchique dans l'exercice de l'autorité, on passe à l'insuffisance de compétences du cadre de premier niveau. On passe d'un problème organisationnel, une pratique sociale répandue, à un problème personnel qu'une bonne formation en management devrait résoudre. Et bien sûr, la formation n'y changera rien si le cadre concerné ne change pas de posture. En fait, il lui faudra développer une grande habileté pour survivre dans le système. Il lui faudra non seulement faire preuve de courage, mais également d'une grande capacité stratégique en recherchant le levier sur lequel agir pour faire réagir le décisionnaire. Mais cela implique déjà un regard déniaisé, qui ne croit plus en l'implication de sa hiérarchie sur le fonctionnement public. C'est être à contre-culture. Le plus souvent, pour équilibrer le manque d'implication d'une partie du personnel sous ses ordres, le cadre intermédiaire va préférer solliciter les plus volontaires et se surinvestir lui-même. Il ne s'agit donc pas de corriger les dysfonctionnements, mais de compenser par un surcroît d'implication. À ce moment de mon propos, je tiens à contester cette idée fort répandue dans le secteur privé que les fonctionnaires ne travaillent pas beaucoup. Comme toujours, la réalité est plus diverse. J'ai rencontré de nombreux fonctionnaires, des cadres et des non-cadres, qui compensaient les insuffisances du système par un surinvestissement professionnel. Les cadres de la fonction publique d'État sont fréquemment critiques sur leur administration, mais sans remettre en cause les fondements du système, parce qu'ils ont une haute idée de la fonction publique. Ils font partie de ces fonctionnaires qui constituent une sorte de noblesse, un dévouement sans faille au service de l'intérêt général, face à des comportements scandaleux mus par le clientélisme, la fumisterie ou l'intérêt personnel. Le sureffectif est aussi ce qui a permis et permet encore aujourd'hui d'équilibrer ce système défaillant. La LOLF n'a pas vraiment modifié cette logique de moyens. Il s'agit dans la fonction publique d'un véritable dogme. Le toujours plus de moyens, c'est-à-dire d'effectifs, est lié par les syndicats à l'idée de qualité de service public. Il s'agit là d'une escroquerie intellectuelle. En réalité, cette logique du toujours plus empêche toute remise en question des modes de fonctionnement, tant sur la gestion des ressources humaines, que sur l'organisation macro et micro des modes de travail. Faisant un jour l'analyse d'un processus de travail, la gestion du courrier avec un groupe de cadres et concluant à une nécessaire rationalisation du processus en question, j'ai eu comme réponse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.